deuxième année de cette phase du conflit russo-ukrainien, et je rappelle encore une fois que c'est un conflit qui est plus long puisqu'il a commencé avec la crise du Maïdan et la guerre du Donbass en 2014. Alors, dans l'état actuel des choses, il semble effectivement que c'est la Russie qui a l'initiative stratégique et qui pourrait se rapprocher de la victoire, ou en tout cas de l'achèvement d'une bonne partie, peut-être pas tous, mais d'une bonne partie quand même de ses buts de guerre. Maintenant, il faut être honnête, dès le début du conflit, sans pour autant préjuger de l'aide potentielle qui pouvait être apportée à l'Ukraine et même du courage des Ukrainiens, leur sens du sacrifice, il se trouve que dès le début du conflit, plusieurs indicateurs, notamment simplement économiques, nous montraient que la situation, pour ce qui était lié notamment à l'effort de guerre et puis au lien entre l'économie et le conflit, c'est-à-dire la capacité d'un État finalement à utiliser ses ressources économiques pour mener un conflit, la Russie était simplement bien plus avantagée que l'Ukraine. Et aussi même finalement que les pays occidentaux qui soutiennent l'Ukraine. La Russie n'a pas de dette souveraine. La Russie dispose de ressources stratégiques très demandées sur les marchés internationaux, des ressources énergétiques, des métaux et autres. Et ces ressources aussi peuvent être utilisées pour la Russie elle-même, pour son marché et pour son effort de guerre. Il y a aussi un rapport démographique. La population russe, la population mâle en âge de combattre, est bien plus nombreuse que la population mâle ukrainienne en âge de combattre. Vous avez donc un rapport démographique pur, mais aussi démographique, on pourrait dire, militaire, sur le nombre de troupes, de blindés et d'artillerie que la Russie peut mettre en œuvre. Donc il y avait déjà ces premières constatations que certains avaient fait même dès le début du conflit et qui deviennent de plus en plus évidentes à mesure que le conflit progresse. Et c'est un peu ce que certains analystes, même occidentaux, reconnaissent finalement un peu à demi-mot aujourd'hui, que pour l'Ukraine, ce sera très difficile de gagner ou que peut-être elle ne pourrait pas gagner ce conflit. Et donc, il est apparu aussi assez vite que si l'Ukraine souhaite remporter ce conflit, elle devra avoir un soutien toujours plus massif, certes en matériel, mais à un moment, avec les pertes qu'elle a enregistrées, les pertes humaines depuis le début du conflit, lui sera difficile, et lui est difficile, de maintenir une parité stratégique avec la Russie, de tenir sur le front et après de reprendre du terrain. Il était clair pour certains dès le début, mais il est encore plus maintenant, que si l'Ukraine veut reprendre l'initiative, ça ne dépendra pas militairement et humainement simplement de l'Ukraine. Il faudrait un engagement bien plus massif des pays de l'OTAN et pas seulement à travers un soutien logistique. Ça voudrait dire qu'il faudrait plus de combattants en tant que tels, d'hommes, de blindés, de pièces d'artillerie et ainsi de suite, engagés du côté ukrainien. Donc c'est quelque chose qui n'est pas envisageable dans le contexte actuel, puisque autrement on arriverait à une guerre mondiale, ou en tout cas une guerre directe entre l'OTAN et la Russie. Donc dans le contexte actuel, c'est très difficile pour l'Ukraine de reprendre l'initiative et même d'espérer gagner. On pourrait se retrouver une situation finalement à terme, si les négociations recommencent, où eh bien, les négociations se feraient sur une ligne de front qui n'a pas bougé, puisque dans le cadre aussi de négociations, aussi bien l'Ukraine que la Russie espèrent rentrer en négociation en ayant une initiative, en ayant un ascendant. Et en l'espèce, pour l'instant, l'ascendant, l'initiative ou le leadership au niveau militaire, mais aussi au niveau de potentielles négociations, mais serait plus du côté de la Russie, plus favorable à la Russie qu'à la partie ukrainienne. On a déjà analysé un peu ce rôle de la Russie dans la multipolarité depuis plus d'une dizaine d'années, mais au fil du temps, à mesure en particulier que nous avons eu des conflits, des crises ou des tensions qui se sont accumulées entre les pays occidentaux d'un côté et la Russie de l'autre, eh bien, le rôle de la Russie comme, je pourrais dire, acteur multipolaire et qui favorise le développement aussi d'un monde multipolaire, est devenu de plus en plus important. On a eu la guerre en Syrie, par exemple, qui a montré effectivement, et en Libye aussi en particulier, qui ont montré un peu ce schisme dans les relations russo-occidentales. Et puis évidemment, ce qui a été le point d'orgue, le point culminant, ça a été la crise en Ukraine, d'abord avec la révolution du Maïdan et la guerre du Donbass, puis ensuite avec la guerre russo-ukrainienne qui a commencé en février 2022. Et au fur et à mesure que ces crises se sont produites, on a remarqué qu'il y avait
un espace toujours plus grand entre les visions diplomatiques, internationales d'un côté des pays occidentaux et de l'autre de la Russie. Et peu à peu, on a vu cette distance augmenter entre les Occidentaux et la Russie. Et plus cette distance augmentait, bien plus la Russie se rapprochait finalement des BRICS ou des pays du Sud ou de l'Asie tout simplement et s'éloignait de l'Europe. Et c'est quelque chose qui est aussi visible à la faveur du conflit à Gaza, mais c'est quelque chose qui s'est surtout accéléré avec la phase récente du conflit en Ukraine, et qui a aussi d'une certaine manière un peu ouvert un espace de contestation pour d'autres pays, parfois même des alliés ou anciens alliés des pays occidentaux, qui n'étaient plus contents des promesses non tenues des Occidentaux, des échecs de leur politique étrangère, et qui se sont tournés peu à peu aussi vers les BRICS, dans lesquels finalement un des pôles forts, des pôles d'attraction forts reste la Russie. On l'a vu aussi lors de la dernière visite justement de la Russie aux Émirats arabes unis. Alors maintenant, quand cette prise de distance s'est accrue, on a vu que la Russie aussi parlait de moins en moins de ses partenaires occidentaux, terme d'ailleurs qui n'a jamais existé du côté occidental, on n'a presque jamais parlé de partenaires russes. Et cette prise de distance s'opérant, eh bien, la Russie a fait un peu un tournant vers l'Asie. Les sanctions ont beaucoup aidé, hein. La Russie a dû aussi se redéployer sur d'autres marchés, en plus évidemment de mener des réformes, certaines réformes macroéconomiques et surtout aussi au niveau de son industrie. Les questions par exemple de qualité, de développement du marché intérieur et de soutien au marché intérieur et ainsi de suite. Donc on a eu un tournant vers l'Asie qui s'est fait aussi un peu par la force des choses, qui est économique. La Russie avait déjà un fort lien avec les pays des BRICS ou d'Asie centrale par exemple sur des questions énergétiques et commerciales. Et bien depuis février 2022, puis aussi à la faveur de cette crise à Gaza, eh bien ce tournant vers l'Asie est bien plus prononcé. Et ce tournant de la Russie vers l'Asie, eh bien en fait, il nous ramène à un très vieux débat, un peu le débat sur les relations entre l'Ouest et la Russie, ou certains diraient l'Europe et la Russie. Pour ma part, je ne fais pas de dichotomie entre l'Europe au sens culturel, historique, civilisationnel et la Russie. C'est ce vieux débat sur l'orientation qu'aura prendre la Russie. Est-ce qu'elle est européenne et donc se tournerait vers les pays d'Europe? Ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'elle devrait s'occidentaliser, mais c'est un peu l'option qui lui a été proposée depuis la fin de la guerre froide, ou que la Russie pourrait se tourner vers l'Asie et renouer avec une forme d'identité asiatique ou eurasienne qu'elle aurait en elle. C'est la position des penseurs eurasistes, et pas seulement de la nouvelle génération de penseurs eurasistes, mais de penseurs plus anciens. Et puis, on a peut-être aussi une autre vision qui pourrait considérer que la Russie n'est finalement ni européenne, ni asiatique, par son histoire, par sa culture, par son positionnement géographique. Elle est un peu des deux et elle n'est pas des deux à la fois. Alors, évidemment, ce qui s'est passé avec le conflit en Ukraine et puis toutes les autres crises et tensions qui s'accumulent entre l'Ouest et la Russie, c'est quand même une rupture, finalement, c'est pas seulement une prise de distance, mais c'est une rupture aussi historique. Et tous les efforts qui ont été faits, même à la fin de la guerre froide, ou qui ont été faits après la guerre froide, notamment la charte sur le traité de l'énergie en Europe, le développement aussi de Nord Stream 1 et 2 plus récemment, avant que bien sûr il y ait des événements qu'on connaît. On a eu une compréhension un peu des intérêts mutuels, l'idée de dépasser l'histoire, les vieux notamment contentieux idéologiques, territoriaux, et d'arriver à terme à la formation d'un bloc continental. Et quand je dis bloc, c'est pas un empire monolithique ou autre, mais d'un bloc stratégique, d'une alliance stratégique continentale qui irait en gros du Portugal jusqu'à l'Oural, ou même jusqu'à Vladivostok. C'est-à-dire en gros un ensemble incorporant l'Union européenne et la Russie. Ce n'est pas un rêve ni un rêve fou d'ailleurs, puisque c'était quelque chose qui avait été compris et accepté encore une fois à la fin de la guerre froide par de nombreux gouvernements occidentaux, en particulier les Français et les Allemands. C'est une vision, on pourrait dire gaulliste ou gaullienne d'ailleurs, celle de ce rapprochement entre la Russie et l'Europe. L'Europe y gagnant de l'énergie pas chère et la Russie gagnant des investissements, et les deux gagnant finalement par la même aussi au niveau stratégique la capacité de faire un contrepoids, non pas seulement aux États-Unis, mais aussi à la Chine, et de peser de manière décisive sur toutes les questions qui intéressent l'Eurasie. Donc c'est une page malheureusement qui semble s'être tournée. Est-ce qu'elle s'est tournée définitivement? Je ne l'espère pas.
parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts. Toutes les négociations entre l'Union européenne et la Russie dans les années 2000, et surtout aussi, maintenant on l'oublie un peu, tout ce dialogue qui a été maintenu entre l'OTAN et la Russie, la création du Conseil aussi Russie-OTAN, tous ces pas qui avaient été faits pour un rapprochement. Et je rappelle aussi d'ailleurs que cette opposition de la Russie à l'OTAN n'a pas toujours été éternelle et aussi poussée. Quand il y a eu la création du Conseil Russie-OTAN, c'était, certains analystes le diront, par défaut, parce que la Russie n'avait pas pu intégrer réellement en tant que telle l'OTAN. Et lors de la première administration Poutine, dans les tout début des années 2000, la Russie n'était pas du tout opposée à une intégration de plus en plus poussée à l'OTAN, espérant peut-être que cela aussi amènerait l'OTAN à se réformer. Et il y avait aussi là-dessus l'OSCE qui fournissait un forum important déjà pour régler les problèmes en Europe, les crises, les conflits. Mais l'OSCE aussi permettait justement d'avoir un forum permanent politique entre les pays européens de l'Ouest, d'Europe centrale, la Russie aussi, et de régler certains de ces problèmes. Et les Russes espéraient d'ailleurs que l'OSCE devienne, après la guerre froide finalement, un organe en charge de régler les questions de sécurité en Europe. Et ça ne s'est pas passé de cette manière-là. C'est l'OTAN qui a récupéré un peu ces compétences-là et cette influence, ce pouvoir par rapport aux crises en Europe. Et un peu aux grandes dames d'ailleurs de l'Union européenne, qui avait essayé, envisagé d'avoir une autonomie stratégique, voire une indépendance stratégique, notamment en lien avec la Russie. Et finalement, au fil des ans, eh bien, l'Union européenne, notamment avec l'accord de Berlin Plus de 2003, l'Union européenne a accepté aussi finalement que ces questions stratégiques soient gérées seulement par l'OTAN. Alors, le risque d'une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie, quand même, les pays occidentaux l'ont à l'esprit, puisque lorsqu'il y a des livraisons d'armes, il y a souvent des conditions qui étaient attachées, de ne pas les utiliser, par exemple, contre des cibles sur le territoire russe. Bon, on a vu que ça n'a pas toujours été respecté, mais c'est une question qui se posait, celle de limiter l'escalade pouvant mener à un potentiel conflit direct avec la Russie, et les Occidentaux avaient des débats sur faut-il livrer tel modèle d'armement ou pas, ou un modèle plus ancien. Bon, c'est un risque qui est considéré, qui est pris en compte du côté occidental. Est-ce que maintenant les pays occidentaux souhaiteraient ou pas une confrontation avec la Russie? Je pense que ça n'est pas à l'ordre du jour, parce qu'une telle confrontation serait désastreuse pour tout le monde, puisqu'elle pourrait se terminer justement en guerre nucléaire. Maintenant, la question en fait que vous touchez, c'est celle d'une possible extension du conflit. Et dans le cas du conflit et de la phase actuelle du conflit, les troupes russes ne sont pas très loin d'Odessa. Et on sait que Odessa avait fait partie et fait toujours finalement en théorie partie des buts de guerre de la Russie. Si les forces russes arrivent vers Odessa, elles seront très peu de distance et de temps de la Transnistrie et donc de la Moldavie. Et là, la situation pourrait devenir aussi grave pour la Moldavie, qui est un petit pays qui a connu une guerre déjà, un conflit interne avec la Transnistrie et puis aussi avec sa province autonome de Gagaouzie. La Moldavie a connu un conflit, certes, qui a été court, sur une année ou 2 années, selon quand on prend en compte certains événements dans le déclenchement du conflit, mais bref, c'est sur une année, 2 années. Un conflit qui a fait des morts, des blessés, des destructions, mais c'est aussi un conflit qui avait pu trouver une solution. Et bien qu'il ait été gelé pendant longtemps, les relations entre Chisinau et Tiraspol se sont au fil du temps améliorées. Alors certes relativement, mais on a des relations économiques qui sont fortes entre les deux rives du Dnistrou. Donc maintenant, si les troupes russes arrivent à Odessa, eh bien le risque, c'est que le conflit effectivement s'étende à la Moldavie. Alors, il y a plusieurs manières pour que le conflit s'étende ensuite à la Moldavie à partir d'Odessa. On se souvient par exemple que Alexei Arestovitch avait proposé à Maia Sandu l'année dernière de prendre en tenaille la Transnistrie, de proposer finalement une espèce d'opération combinée des forces moldaves et des forces ukrainiennes sur la Transnistrie, et puis ainsi de récupérer par la force pour les Moldaves ce bout de territoire. Et Sandu a été très raisonnable à l'époque, puisqu'elle a refusé, elle a dit qu'il y avait un processus de règlement pacifique du conflit avec la Transnistrie, et surtout elle était consciente que ça aurait été désastreux pour les Moldaves, pour les Transnistriens, pour les Gagaouzes. Ça aurait été désastreux à tout point de vue.
Et surtout, la Moldavie savait aussi qu'elle pouvait peut-être, dans ce cas-là, remporter au début, et notamment les choses pourraient être différentes. Donc, sur cette question-là, mais pas sur d'autres, Maya Sandu a été bien plus prudente, effectivement, que ses collègues ou ses homologues ukrainiens. Pourquoi aussi ça serait un désastre? Bon, ce serait un désastre humain, un conflit en Moldavie, pour les populations civiles locales, évidemment. Pour tous les efforts qui ont été faits dans le développement du pays ces 20-30 dernières années. Et puis, ce serait aussi un dégât, puisque la Moldavie, seule aussi, elle est, en termes démographiques, territorial, économiques, c'est un pays qui est plus petit que l'Ukraine. Donc, pour tenir un conflit face à la Russie, il faudrait qu'un soutien étranger fort de l'OTAN, par exemple, d'État, un soutien plus direct, lui soit apporté. Et là, on rentrerait dans un engrenage, dans une escalade qui pourrait aussi nous mener finalement à la Troisième Guerre mondiale, une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie. Ce risque qui pèse sur la Moldavie et la Transnistrie soulève une question importante qui est celle finalement du règlement définitif du conflit moldo-transnistrien. C'est un conflit qui est gelé, mais c'est un conflit pour lequel énormément de progrès ont été enregistrés. Et je ne suis pas trop optimiste, je suis réaliste là-dessus. Notamment des indicateurs, ce sont les relations économiques, commerciales entre les deux rives du Dnistrou, qui n'ont cessé de se développer au fil des ans. Certes, la Russie soutient politiquement et financièrement la Transnistrie, mais elle n'a toujours pas formellement, en tout cas à ma connaissance, reconnu la Transnistrie comme une partie de la Russie. Il n'y a pas eu de vote à ce sujet. La position officielle russe, c'est que la Transnistrie reste une partie du territoire moldave. Dans ce contexte, avec un risque d'escalade et d'extension du conflit, il devient clair qu'il est temps, il est plus que temps de régler le conflit interne qui existe en Moldavie. Parce qu'il y a un risque grave pour la Moldavie et parce qu'il y a un risque grave pour la région et pour l'Europe. Donc le conflit transnistrien qui a été gelé, eh bien, il devrait être réglé, ou plutôt, on devrait reprendre les négociations. Alors il y a toujours des échanges évidemment, mais les négociations sur le conflit transnistrien ont toujours dépendu aussi du contexte régional et en particulier de la nature des relations entre Moscou et ses partenaires occidentaux. Et plus ces relations se sont dégradées, plus la capacité à régler le conflit finalement s'est éloignée et s'est amoindrie. Donc c'est une situation aussi qui est grave, d'avoir un conflit potentiel qui pourrait se déclencher en Moldavie et qui pourrait aussi impliquer d'autres pays de la région et des pays membres de l'OTAN. La Roumanie a une position officielle qui tente à dire qu'elle n'interviendrait pas dans les affaires moldaves et en cas de conflit. Pourtant, il y a des relations fortes entre les deux pays, puisque la Moldavie a été autrefois la province de Bessarabie, au sein de la Roumanie. Et même s'il est vrai que le mouvement unioniste de réunification moldo-roumaine n'est plus aussi fort dans les deux pays qu'il l'a été après la fin de la guerre froide, il se trouve qu'il y a quand même un risque, il y a un sentiment, un lien fort. Et donc, si Bucarest ne s'engageait pas dans le conflit, rien n'empêcherait de voir des volontaires roumains, par exemple, aller se battre pour leur, comment dire, pas leur mère patrie, mais leur sœur patrie, si j'ose dire, la Moldavie ou leur ancienne province de Bessarabie. Et là, ce serait un désastre, puisqu'on aurait un phénomène d'escalade régionale qui pourrait déboucher, encore une fois, sur un conflit mondial impliquant directement l'OTAN et la Russie.